Ce mercredi va avoir lieu le deuxième des 4 débats présidentiels qui va opposer le vice-président actuel, Mike Pence, et la colistière de Joe Biden, sénateur Kamala Harris. Le monde entier espère un débat d'un autre niveau que le premier, mais pour prendre un peu le pouls de la situation aux États-Unis et surtout au sein de la communauté haïtienne des États-Unis, nous avons avec nous ce soir en visioconférence M. Gary Pierre, qui est fondateur et PDG du journal Haiti Times. Bonsoir, M. Pierre. Bonsoir, Serge. Une petite correction, c'est le Haitian Times. Times, sans S. OK, d'accord, Haitian Times. D'accord. Parfait. Bon, et Monsieur Pierre, j'imagine que comme tout le monde, vous attendez avec impatience la confrontation ce soir entre les deux candidats à la vice-présidence. Oui, bien sûr, Serge, on l'attend impatiemment, moi personnellement, et on va avoir un débat très dynamique. Je pense que c'est complètement différent de ton entre Biden et président Trump. Parce que ces deux candidats, ils sont de différents caractères. Par exemple, Mike Pence, malgré que ses positions, ses idéologies politiques n'alignent pas avec nous, mais il est un type, comme on dit en anglais, smooth. Il ne va pas bagarrer, c'est pas son style. Donc là, les sujets, les issues vont se débattre normalement. Et attendez-vous à ce que Kamala Harris va prosécuter le cas contre Donald Trump. Parce que les débats vice-présidentiels, en effet, ce sont des débats que les partenaires attaquent les candidats à la tête du ticket, du billet présidentiel. Donc, ce n'est pas un débat entre Kamala et Mike Pence, c'est un débat contre Trump et Biden. C'est ça, sur les programmes. C'est ce que je veux dire que les auditeurs comprennent. Oui, non, bien entendu, ce sont les programmes des deux partis qui vont être jugés ce soir. Et il faut s'attendre de la part de Kamala Harris qu'elle joue son rôle de prosecutor. Ça a quand même été une grande partie de sa vie. Oui, effectivement, elle est réellement une étoile dans ce domaine. Oui. Je suis sûr que vous avez la vue pendant plusieurs moments très historiques quand elle a réellement prosécuté des gens qui venaient à Capitol Hill dans le Sénat. Et elle a un track record très, très, très brillant dans ce domaine. Donc, on attend qu'elle va prosécuter Donald Trump ce soir, parce que Donald Trump a beaucoup de questions à répondre. Et avant, tu as parlé de programme des deux partis. Je peux dire que c'est un parti qui a le programme, parce que Donald Trump, pendant la convention républicaine, ils n'ont pas signé aucun programme. Ils ont dit, bon, le programme, c'est moi, c'est Donald Trump. Donc, ce soir, on a un programme à défendre, c'est le programme de Biden-Harris. Oui, c'est ça. J'irai même plus loin. Le programme du Parti républicain, c'est moi, and I am the best. Exactement. Only I can fix it. Point barre. Bon, OK. Maintenant, Gary, quels sont, d'après vous qui connaissez bien les États-Unis et qui suivez la politique de près, quels sont les atouts de Kamala Harris d'un côté et de Mike Pence? Parce que, bon, vous venez de le confirmer, en fait, dans l'opinion publique, Kamala Harris est beaucoup plus connue que l'actuel vice-président, qui est quelqu'un qui vit dans l'ombre de Donald Trump, qu'on n'a pas beaucoup entendu. On connaît ses idées, mais l'homme n'est pas très connu. Donc, quels sont les atouts de chacune de ces deux personnalités? Bon, Serge, comme tu as dit, on connaît Kamala mieux que Mike Pence, parce qu'il est dans l'ombre de Donald Trump, mais
autre que ses positions politiques et autres, Mike Pence, et religieuse. Il est un collègue de nous, il fut journaliste. Oui. Il était host de show à Indiana. Exact. Il est très calme, très paisible. Oui. Mais il a un mauvais cas à défendre. Le cas de Donald Trump n'est pas facile à défendre parce que ils n'ont rien fait. D'ailleurs, Mike Pence, il est à la tête d'une commission contre le Covid que le président Trump avait créé au début de la pandémie. Mais jusqu'à présent, on est toujours en house shelter. La réalité économique est réellement chaotique. On ne sait pas ce qui va arriver dans 3 mois ou autre. Et déjà, on a 200 000 plus personnes qui ont été mortes à cause de Covid. 7 millions de personnes qui ont été atteintes. Et maintenant, on a la Maison-Blanche qui est un cluster, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment dire en créole. Oui, qui est confiné pratiquement. Épicentre du Covid-19, que Donald Trump, avec sa mauvaise gestion de Covid, ne peut pas faire un cas pour une deuxième terme. On l'a posé la question plusieurs fois. Il a répondu des nonsense, comme d'habitude. C'est réellement malheureux parce que c'est pourquoi il a pris le premier débat en otage, parce qu'il n'a rien à dire. Sincèrement, il n'a pas les faits, il ne peut pas articuler rien de concret. Tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Donc, réellement, je pense que avant Donald Trump, une personne, un candidat qui aurait fait un tiers, un petit morceau de ce que Trump a fait, aurait dû expulser du pouvoir très longtemps, parce que ce n'est pas possible. Mais la démocratie américaine est en train d'être testée. Et ce soir, c'est l'un des examens de la démocratie américaine. Bon, d'ailleurs, on aurait pu croire que Donald Trump, ayant lui-même été testé positif, ayant été amené d'urgence à l'hôpital, on n'a jamais su très bien, parce que les médecins ont un peu noyé le poisson, on n'a jamais su très bien la gravité de son cas, mais dès son retour à la Maison-Blanche, de manière un peu précipitée, lundi soir, quel a été son premier geste à la télévision? Ça a été d'arracher le masque. Ce qui semblerait vouloir dire que ce monsieur n'a rien appris de l'expérience qu'il a lui-même subie. Bon, lui, comme président, il a eu les meilleurs traitements qu'une personne, c'était moi ou toi. On n'aurait pas être si chanceux. Mais quand même, il est sur ce qu'on appelle stéroïdes. Donc, la façon dont il agit, c'est l'effet, parce que là, il se sent comme Superman. Et il n'est pas toujours dans les cas. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il était allé dans le Oval Office, ce qui est interdit, il n'aurait dû pas faire ça. Parce qu'il est supposément en quarantaine, mais quand même, c'est un autre acte, un autre geste défiant. Et bon, là, ce qu'on fait aux États-Unis, c'est qu'on attend impatiemment le 3 novembre, parce que c'est là, bon, on aurait quand même un brin de résultat, mais pour le moment, pour l'instant, c'est prendre précaution de tout, parce que Donald Trump doesn't care about anybody. Deux autres choses très rapidement, Monsieur Gary Pierre-Pierre. On se souvient, pendant la campagne présidentielle, Monsieur Trump s'était rendu à Little Haiti, à Miami, et son message avait été « I will be your champion ». Je serai votre champion. Bon,
on a vu le résultat, surtout de la manière dont il a traité Haïti et du nom d'oiseau qu'il l'a affublé. BS. Bon, très bien. Maintenant, ça a été au tour de Joe Biden. Comment s'est passée la visite de Joe Biden, qui a été très courte? Je crois qu'il s'est adressé 7 minutes seulement. Non, c'était pas très court. Non, mais le discours, ça a été de 7 minutes. Bon, quand même, il a participé dans les danses folkloriques haïtiennes. Oui, tout bagaille, oui. Il a fait, parce qu'il faut imaginer que son calendrier est rempli. Bien Donc, sûr. le fait qu'il a pris le temps de passer à l'Haïti, ça veut dire l'influence de la communauté haïtienne en Floride et la communauté haïtienne en général aux États-Unis. Il a dit lui-même carrément que les Haïtiens peuvent donner le coup de grâce à Donald Trump parce que la Floride, c'est ce qu'on appelle battleground state. C'est une bataille énorme entre les deux parties. Et la communauté haïtienne peut faire la différence. C'est pourquoi il a pris le temps de passer. La chose que Hillary Clinton n'avait pas fait la dernière fois, et ça lui a coûté beaucoup. C'est vrai. Quelle est la tendance dans la communauté haïtienne? Est-ce qu'elle est plutôt du côté de Biden ou plutôt du côté de Trump, ou bien est-ce que c'est 50-50? Non, les fous sont du côté de Trump. Franchement, il y en a, bien sûr, il y a Haitians for Trump. Mais ce sont ce qu'on appelle les fringe group, far-right group. Les gens, peut-être, s'ils étaient en Haïti, ils seront fait partie des tontons macoutes. Ce sont des gens comme ça. Franchement, je n'exagère pas. Parce que être républicain, c'est acceptable. Être Trump, c'est pas acceptable. Trump, c'est vulgaire, c'est déplorable. Oui, d'accord. C'est pas une partie politique, c'est pas une idéologie politique, c'est une idéologie raciste et divisive. Oui. Donc, un Haïtien un fils de Dessalines ne peut pas supporter Trump. Oui. De Pétion et Dessalines. Je lisais tout à l'heure sur les réseaux sociaux qu'il y a eu une marche de la communauté noire, je crois que c'est à Atlanta, où ces messieurs sont sortis extrêmement armés, et on sait qu'en face, il y a toutes les troupes qui supportent Trump, ces gens que Trump a appelés very nice persons, des gens de bien. Est-ce que vous craignez, vous, aux États-Unis aujourd'hui, que si les choses devaient déraper, est-ce qu'il y a un risque de confrontation directe entre ces communautés d'extrême droite qui supportent Trump et une partie de la communauté noire américaine qui a décidé, elle aussi, de prendre les armes? Bon, et Serge, après le Black Lives Matter, c'était plus que noir et blanc. Il y a les blancs ont fait allier avec les noirs, les blancs progressifs et même indépendants. C'est là le cas. Donc moi, je ne sais pas ce qui va passer s'il y a une confrontation, mais je sais qu'il y a des outils légaux qu'on peut utiliser pour rendre la situation normale. Parce que les États-Unis, bon, je suppose que la majorité des viewers sur Télémétropole comprennent que c'est une fédération de 50 États et des territoires. Chaque gouverneur a juridiction de leur État. Ce qui veut dire qu'on a ce qu'on appelle la garde nationale des États. On peut les déployer et confronter les bagarreurs, les gens qui veulent se sont armés illégalement. Donc, il y a some laws that can be applied to bring calm to the United States. Ça, je suis sûr et certain. Là, est-ce que s'il y a une confrontation, ça peut escaler très mal, ça peut passer mal, oui, bien sûr, mais à la longue, le calme se retourne. Ça, je suis sûr.
retournera. D'accord. Eh bien, pour terminer, Gary Pierre-Pierre, et je vais vous demander de lire un petit peu dans votre boule de cristal. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat de ce soir? Est-ce que vous pensez que c'est un débat qui est crucial? Est-ce que le sort des élections du 3 novembre, est-ce que le sort de ces élections va se jouer ce soir entre Kamala Harris et Mike Pence? Non, Serge, malheureusement, je ne crois pas parce que tout le monde est déjà dans leur camp. Par exemple, moi, n'importe ce que Mike Pence va dire, je ne vais pas le croire. J'ai déjà mes positions. D'accord, mais Gary Pierre-Pierre, ça, c'est vrai. Et de l'autre côté également. Oui. Donc, depuis le début de l'administration Trump, il n'a jamais eu plus que 45% de support aux États-Unis. Et maintenant, il est à 39%. Ouais. Et s'il continue la façon qu'il continue, peut-être le 3 novembre, il serait à 25% de support. Mais parce que ça ne va pas changer grand-chose, simplement c'est pour voir. Plus ou moins c'est un théâtre, c'est une tradition. Parfois c'est important, comme la dernière fois en 2016. Mais ce soir, je pense que ça ne va changer des opinions. Ça ne va pas changer des opinions des gens. Parce que le pays est polarisé depuis bien avant 2016. Depuis sur Obama, la polarisation a commencé parce qu'il y a des gens qui étaient réellement estomaqués, comme on dit en français haïtien. Et le fait qu'un noir a été le président des États-Unis, ils n'ont jamais laisser cette rancune, cette haine, et on le voit manifester à travers Trump. Trump est le résultat directement de Obama. On peut dire Obama nous a donné Trump parce que les forces aux États-Unis n'ont pas accepté jusqu'à présent. C'est pourquoi vous voyez que Trump fait le meilleur de lui-même d'effacer la présidence d'Obama. Oui, bien sûr. Malheureusement, il est si inarticulé, il ne peut pas le faire légalement. Oui, bon, Gary Pierre-Pierre, ça a toujours été vrai aux États-Unis. D'abord, c'est le pays du bipartisme. Il y a deux grands partis, et puis accessoirement, il y a le parti indépendant, mais qui n'a jamais vraiment compté. Et c'est vrai que les électeurs de ces deux grands partis, quoi qu'il advienne, ils continueront à voter. Ce qui revient à dire que les élections américaines sont gagnées par cette petite frange de moins de 10% de la population, surtout dans les swing states, qui de temps en temps votent à gauche, de temps en temps votent à droite, et ça a toujours été vrai. Il faut également constater que depuis quelque temps, il y a beaucoup de défections dans le camp républicain. Il y a beaucoup de républicains convaincus qui disent, bon, il y en a marre, assez, enough is enough, et qui ont déclaré ouvertement qu'ils ne voteraient pas pour Trump, ce qui explique qu'on est passé de 45% à 30 et fractions de pourcents de satisfaisants. OK, bon, il n'y a plus qu'à regarder. J'imagine que... Vas-y. Oui, j'imagine que, comme nous tous, vous serez devant votre poste à 9h ce soir et pendant 90 minutes. Oui, c'est un match sur 90 minutes. Oui. sans break, without any breaks. Absolument. Et sans publicité. Ce que je voudrais souligner, c'est que je crois que c'est la fin du Parti républicain. Je pense qu'ils vont... Trump a totalement éviscéré le Parti républicain. Ils doivent se regrouper et je pense qu'ils vont adopter le nom Lincoln, the Lincoln Project. Parce que maintenant, les groupes plus menacés, qui frappent Donald Trump le plus, ce sont des républicains. Oui. On les appelle the Never Trumpers, dès le début, parce qu'ils ont vu la route de Donald Trump là où il menait le parti. Donc je crois que maintenant, on n'a plus de républicains. Ce sont des Trumpism. Donc le Parti républicain, d'après moi, n'existe pas. Parce que c'est pas... j'ai des familles de côté de ma femme,
ils sont républicains, mais ils ne sont pas Donald Trump. Ils ne sont pas trumpisme. Oui. Ça, c'est une autre... it's next level. Oui. D'accord. This is something we've never seen in mainstream American politics. On n'a jamais vu ça dans mainstream scène politique aux États-Unis, parce que ces gens-là existent depuis longtemps. On n'est pas naïfs. Mais ils n'ont jamais eu de plateforme comme maintenant. Oui. Ça, c'est la différence. C'est ça. Oui, non seulement plateforme, mais enfin, cette fameuse phrase stay back and Stand by. Stand by. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Il n'y a pas besoin d'être professeur d'anglais pour comprendre ce que ça veut dire. Hein? It's very easy. Tenez-vous prêt. Prêt à quoi? Hein? Bon, enfin, merci beaucoup. Merci Gary Pierre-Pierre. Comme d'habitude, c'était une bonne discussion. Vous nous avez fait pénétrer à l'intérieur de la communauté haïtienne des États-Unis, même si vous êtes installé à New York, mais vous suivez aussi ce qui se passe à Miami et ailleurs. D'ailleurs, la communauté haïtienne de New York est extrêmement importante aussi. Oui. Donc voilà, eh bien, on va suivre ce débat ce soir, et puis demain, on fera un petit commentaire. Et de toute façon, merci de nous avoir accordé de votre temps et surtout de nous avoir apporté vos lumières sur la question. OK, merci Serge. Bonne fin de soirée, Gary. Je vous en prie. Voilà, c'était monsieur Gary Pierre-Pierre qui nous parlait par visioconférence depuis les États-Unis. Je rappelle que monsieur Pierre-Pierre est journaliste, il est fondateur et PDG du journal Haiti Time et non pas Haiti Times comme je l'ai dit tout à l'heure.